Les amis, huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, partie 2. On va analyser les 4 rencontres qui ont eu lieu dans cette deuxième phase de ce tour. Et là aussi, pas mal de spectacles. On va d'abord analyser les rencontres qui ont eu lieu avant-hier avec les éliminations surprises de l'Inter Milan et de Manchester City. On va vraiment revenir en détail sur les deux contre-performances de ces mastodontes européens qui nous offrent un tableau de quart de finale assez diversifié au niveau des prétendants au titre. Là aussi, en termes de continent, il n'y a pas de monopole européen et ça, évidemment, c'est très intéressant à analyser et ça relance l'intérêt pour cette compétition plutôt décriée. On parle tout d'abord de ce Inter Milan Fluminense avec l'élimination des hommes de Christian Chivou. Et ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que vu qu'Al Hilal s'est qualifié face à Manchester City, et bien si l'Inter s'était qualifié face à Fluminense, et bien Simone Inzaghi aurait fait face à ses anciens joueurs de l'Inter Milan. Donc là aussi pour le storytelling, ça aurait été plutôt marrant, mais c'est vrai que cette équipe de l'Inter Milan, elle a pris la porte face à une très séduisante équipe de Fluminense qui est donc la seule équipe de Rio encore engagée dans la compétition. D'ailleurs, la campagne de communication, elle a été plutôt chambreuse de la part de Fluminense qui a chambré Botafogo et Flamengo qui sont les deux autres clubs de Rio qui étaient engagés dans cette compétition et dans les huitièmes de finale et qui se sont tous les deux fait éliminer. Donc Fluminense sera le seul représentant de Rio puisque Palmeiras se situe presque du côté de Sao Paulo. Donc c'est vrai que là aussi c'est plutôt intéressant et cette équipe de Fluminense, elle a profité de l'apathie offensive de l'Inter Milan. J'ai regardé à 68% de possession pour l'Inter, donc une équipe qui a largement tenu le ballon sur l'ensemble de la rencontre, mais incapable de se créer de grosses occasions. Les frappes cadrées sont semblablement les mêmes, pardon, et c'est vrai qu'au final, il y a cette équipe de l'Inter qui a manqué d'efficacité. Pourtant, c'est ce qui avait fait la force des Nerazzurri cette saison, notamment en Ligue des Champions, une équipe capable de convertir le très peu d'occasions qu'elle peut avoir, mais c'est une équipe aussi qui ne sait pas vraiment se montrer protagoniste. Pourtant, dans le championnat italien, notamment sur le début de saison, quand cette équipe carburait en plein régime, c'était une équipe qui était tout à fait capable d'imposer du rythme à ses adversaires, qui était tout à fait capable de poser le pied sur le ballon, mais toujours avec une forme de tranchant, notamment grâce au milieu de terrain et grâce à l'apport des pistons. Là on sent vraiment un manque de créativité, des joueurs qui sont moins en forme, et je l'avais dit dans les précédentes vidéos, des joueurs qui n'ont pas vraiment envie d'être là. Et finalement, ce qui a fait du mal à cette équipe de l'Inter, c'est le fait que Fluminense marque très tôt dans la rencontre, but dès la troisième minute du numéro 9 de Fluminense, Germain Cano, et derrière ça a poussé Fluminense à reculer et à laisser le ballon à l'Inter Milan, puisque tu as la sécurité de mener 1-0, et derrière le deuxième but il intervient parce que l'Inter Milan est beaucoup trop haut. C'est le deuxième but qui intervient à la 90 plus 3 et qui a scellé totalement la qualification de Fluminense. Donc si je devais parler de cette compétition de l'Inter Milan, je dirais qu'elle a été difficile. On se rappelle de la phase de poule qui, à part sur le dernier match où je profite du carton rouge de River Plate pour t'imposer 2-0 dans les dernières minutes, et bien globalement ça a été assez difficile. Tu concèdes le match nul lors du premier match face à Monterrey, tu reviens de nulle part face à une très faible équipe d'Urawa où tu es mené pendant un très large temps de cette rencontre. Donc globalement c'est une compétition à oublier, avec en plus des cadres du vestiaire qui commencent à se jeter la pierre, et on voit vraiment les conséquences de cette défaite, de cette lourde défaite en finale de la Ligue des Champions. Si l'Inter avait perdu la finale 2-1 à la dernière minute, le vestiaire n'aurait pas vraiment implosé. Ça aurait été une défaite qui aurait, je pense, en plus créé un élan de solidarité chez les joueurs, parce que ça aurait été une défaite cruelle. Tout le monde aurait reconnu que cette équipe allait repartir de l'avant et qu'elle a eu du mérite. Or là, sur la finale, tu prends 5-0 et c'est quelque chose qui laisse des stigmates pour l'avenir, avec pas mal de joueurs qui vont quitter le club, je pense. On parle déjà de Çalhanoğlu qui avait fait l'objet d'une polémique récemment là aussi, donc ça va être plutôt intéressant à analyser le futur de l'Inter Milan. Déjà, est-ce que Christian Chivou va s'éterniser sur le banc des Nerazzurri, ou est-ce que le board interiste va vouloir recruter un coach qui a davantage de pédigré, ou est-ce que le Roumain va rester encore une fois. Et puis au niveau des joueurs qui vont rester, sur qui l'Inter va s'appuyer la saison prochaine, quand on voit que les cadres commencent à susciter pas mal de tensions entre eux, que ce soit entre Lautaro et Akal Çalhanoğlu, on l'a vu avec un live de Marcus Thuram aussi sur un post de Çalhanoğlu qui répond à Lautaro Martinez. Donc là aussi ça crée pas mal de difficultés et de litiges dans ce vestiaire de l'Inter Milan. Donc là aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai surtout hâte de voir le mercato de l'Inter. Quel genre de joueur l'Inter va recruter? On sait que Simone Inzaghi, c'était pas un joueur qui était très friand des joueurs de percussion, des joueurs créatifs. Or là tu vas en avoir vraiment besoin, et sortir un peu de ce modèle défensif, de ce 3-5-2, pour essayer de se régénérer, parce que même si la situation est compliquée pour l'Inter Milan, on parle quand même d'une équipe qui est vice-championne d'Europe. Il ne faut pas oublier la campagne interiste. Donc globalement défaite plutôt laborieuse pour l'Inter Milan, mais je pense que ça arrange tout le monde que cette équipe sorte
sortent maintenant, ça va permettre à l'Inter de travailler plus sereinement, de reposer les joueurs sur la suite du mercato estival, de se projeter aussi sur les futurs recrues et sur les joueurs qu'il faudrait libérer et qu'il convient de laisser partir. Et puis il faut aussi reconnaître que cette équipe de Fluminense elle a pas mal de qualité. Il ne faut pas non plus résumer cette défaite de l'Inter au simple problème interne des Nerazzurri. Je pense aussi que Fluminense y est pour quelque chose évidemment dans cette élimination de l'Inter Milan et dans cette victoire. Donc bravo à Fluminense qui avait déjà fait une très belle phase de groupe en se montrant très solide d'un point de vue défensif, avec un clean sheet face au Borussia Dortmund, avec un clean sheet face au Mamelodi Sundowns. Ils avaient battu Ulsan 4-2 en montrant qu'offensivement ils avaient aussi pas mal de qualité. Et je pense que le quart de finale face à Al Hilal va vraiment valoir le détour parce qu'on va avoir deux équipes assez différentes quand même, avec deux footballs évidemment diversifiés. Et là aussi, bien malin celui qui pourra prédire l'identité du vainqueur là aussi. On parle de l'autre huitième de finale qui a eu lieu avant-hier entre City et Al Hilal, et là il y a eu beaucoup plus de spectacles et une surprise encore plus grande. Selon moi, je ne pensais pas qu'on aurait une plus grande surprise après le Inter Fluminense. Pourtant ça a été le cas avec cette victoire d'Al Hilal 4-3. Pourtant Manchester City a rapidement mené au score 1-0, mais cette équipe saoudienne elle a eu les ressources pour revenir et on a vu les problèmes qui ont été inhérents au Sky Blues cette saison, c'est-à-dire ce manque de solidité défensive. Al Hilal sur ce match-là a marqué plus de buts que sur l'ensemble de sa compétition. En phase de poule, Al Hilal n'avait marqué que 3 buts. Là contre Manchester City qui est censé être un mastodonte européen, tu marques 4 buts. Donc ça souligne les armements défensifs de cette équipe de Manchester City. Surtout, ça souligne la différence de niveau entre les deux gardiens. Ça n'est pas normal que le gardien d'un club saoudien soit meilleur que le gardien de l'une des meilleures équipes du monde, là aussi, avec un Yassine Bono qui a été absolument exceptionnel, là où Ederson n'a pas réussi à faire les arrêts qu'il fallait, évidemment, parce que sur les 4 buts, il y a quand même des buts que Ederson pourrait tout à fait arrêter, qu'il n'a pas réussi à faire. Et cette équipe de Manchester City, c'est la stat qui est affolante. Dans cette rencontre, tu tires 30 fois au but. C'est quand même assez incroyable, tu cadres 14 fois. Alors oui, tu fais face à un gardien de très haut niveau avec un Bono qui a clairement mis le costard, et on a vu un Bono encore meilleur qu'à la Coupe du Monde 2022, je ne savais pas que c'était possible. Et cette équipe de Al Hilal, elle a été particulièrement efficace en sollicitant cette équipe de Manchester City, cette défense surtout dans le dos, avec des profils comme Malcolm, avec des profils comme Marcos Leonardo qui mettent beaucoup de présence dans la surface adverse. Donc cette équipe d'Al Hilal, elle a été super intéressante, mais sur la continuité de ce qu'elle a fait depuis le début de la compétition, même si, encore une fois, mais à culpa, j'avais été très critique envers cette équipe d'Al Hilal, notamment sur les 2 derniers matchs de poule où je les avais trouvés plutôt moyens, notamment face à Salzbourg où ils ont failli concéder la défaite, et face à Pachuca où ils étaient selon moi beaucoup trop en gestion, à part le premier match face au Real où ils avaient été très bons. Sur la suite de la phase de poule, j'avais été un peu plus dubitatif sur la qualité réelle de cette équipe, d'autant plus que Simone Inzaghi venait d'arriver. Là, franchement, je n'ai rien à dire et je reconnais que j'ai été un peu dur avec cette équipe qui a montré de très belles choses face à Manchester City, et une équipe de Manchester City qui, encore une fois, a été très inefficace. Tu tires 30 fois au but, tu ne marques 3 fois. Oui, Bono fait le match de sa vie encore meilleur qu'à la Coupe du Monde 2022, mais tu te dois d'être bien plus efficace. Les buts que tu mets, notamment le troisième, c'est un éclair de génie de Cherki qui trouve le déplacement de Phil Foden. C'est vraiment 2 exploits individuels avec la superbe finition de Foden et la passe qui vient de nulle part de Ryan Cherki là aussi. Mais sinon, globalement, rares sont les actions de Manchester City qui partent de derrière, rares sont les attaques verticales des Sky Blues qui ont été menées à bien là aussi. Donc forcément, c'est assez compliqué et je pense que ça va relancer les débats autour de Pep Guardiola. Est-ce que ce dernier est encore taillé mentalement pour mener à bien cette équipe la saison prochaine pour un éventuel titre en Ligue des Champions ou encore en Première Ligue? Quand on voit que Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United commencent vraiment à se renforcer sur le mercato, la concurrence va être rude en PL et je ne sais pas si City pourra assumer, même si encore une fois il y a un mercato qui a été fait, il y a des joueurs qui vont continuer à s'intégrer, et c'est comme pour l'Inter, vaut mieux sortir maintenant et préparer au mieux la saison prochaine qu'aller au bout, y laisser toutes tes ressources mentales et puis derrière commencer la saison en dents de scie sur l'année 2025-2026. Donc voilà, si ce que je devais retenir de ce match, ce serait que Bono a été absolument énorme, encore meilleur qu'à la Coupe du Monde 2022 selon moi, et ça n'est pas normal que le gardien d'une équipe saoudienne soit meilleur que le gardien de l'une des meilleures équipes du monde. Donc ça questionne sur ce niveau de Manchester City et sur les cadres de cette équipe. D'ailleurs, Erling Haaland a même demandé à la fin du match à Yassine Bono de signer à Manchester City. Donc ça montre là aussi qu'il y a peut-être quelques problèmes par rapport à ça dans le vestiaire. Et puis derrière, on va voir si Guardiola va pouvoir continuer à coacher cette équipe de manière sereine. On va voir si l'incorporation des nouveaux joueurs va se faire. Mais ce qui est bien avec City, c'est que City n'a plus à travailler vraiment sur le mercato. Ils ont vraiment recruté très tôt pour pouvoir se préparer au mieux pour la saison prochaine. Donc voilà. Et puis il faut souligner aussi le travail de Simone Inzaghi qui en très peu de temps a réussi à créer une structure collective très forte en accrochant le Real Madrid, en éliminant Manchester City. Maintenant il y a l'étape Fluminense et ce serait dommage de sortir face à Fluminense après avoir sorti Manchester City. Mais pareil pour Fluminense, ce serait dommage de sortir face à Al Hilal après avoir sorti l'Inter. Mais il y a un vrai boulevard parce que le tableau compliqué, on va en parler juste après, mais il est dans les matchs qui ont eu lieu hier.
Donc là aussi, ça va être très intéressant à analyser. Transition toute faite, on va parler des matchs qui ont eu lieu hier, avec évidemment ce match entre le Real Madrid et cette équipe de la Juventus Turin, victoire du Real Madrid 1-0 là aussi, et j'en parlais lors de la troisième journée de cette Coupe du Monde des clubs. Le Real avait été très bon face à Salzbourg avec ce nouveau système de Xabi Alonso. Là on a vu la continuité de tout ça bien sûr, avec ce 5-3-2 sur les phases offensives, avec un Vinicius Junior qui accompagne Gonzalo Garcia dans la surface, donc c'est assez intéressant là aussi d'un point de vue tactique, et avec trois milieux de terrain, donc Güler, Valverde et Bellingham, qui vont couvrir l'ensemble de la largeur du milieu de terrain pour essayer de créer pas mal d'espace là aussi, c'est d'écarter les lignes adverses, et c'était vraiment super intéressant. Là où j'ai une petite réticence, c'est sur cette capacité du Real Madrid à bien défendre dans son dos, parce qu'on a vu vers la 6e, la 7e minute un Kolo Muani qui s'est procuré une énorme occasion dans le dos de la défense du Real Madrid, et face aux attaques de transition, est-ce que tu vas pouvoir être capable de bien défendre avec cette défense à 3 qui semble somme toute assez lourde tout de même, mais là aussi il faut pouvoir la coordonner, parce que Rudiger et Eisen, c'est des joueurs qui sont intrinsèquement plutôt rapides, mais il va falloir trouver une cohésion qui te permet d'être bien aligné sur les phases de transition adverses. Mais globalement, je trouve que c'est assez intéressant avec des joueurs qui ont été très bons. Un mec comme Fran Garcia, par exemple, qui a été très critiqué cette saison, je pense qu'il peut se complaire dans ce poste de piston. Je pense que Fran Garcia est un joueur qui est un piston. Vraiment, je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant dans ce 5-3-2 parce qu'il aurait tout le couloir. Ça permettrait à Vinicius de se réaxer, comme je l'avais dit là aussi. Mais je pense que l'éclaircie du Real Madrid sur cette Coupe du Monde, c'est Gonzalo Garcia. Et ça va relancer les débats autour du numéro 9 et autour de l'animation offensive de ce Real, parce que quand on voit les performances du jeune espagnol de la Fabrica, on peut quand même se poser des questions et se dire que ce joueur-là mériterait peut-être d'être titulaire, parce que ça résoudrait bien des problèmes. Déjà, ça t'empêche d'aller recruter un vrai numéro 9, ça t'apporte une diversité de profils, et surtout, tu as un vrai buteur devant, un vrai numéro 9, là où les débats sur l'efficacité de Vinicius par exemple et de Mbappé au poste de numéro 9 battent leur plein, plutôt en Espagne, même si Mbappé sur le plan individuel a fait une très bonne saison, ça n'est pas un numéro 9, et ça je pense que tous les experts s'évertuent à le rappeler, c'est toujours mieux de jouer avec un vrai 9. Maintenant on sait que même si Gonzalo Garcia vient à marquer 10 buts sur les 3 prochains matchs de la compétition, il ne sera jamais titulaire, parce qu'il y a une question de statut, une question de salaire, et puis surtout Mbappé est meilleur intrinsèquement, et on ne va pas jeter tout ce qu'a fait l'international français. Mais il faut reconnaître que Gonzalo Garcia réalise une très belle compétition, et il t'apporte une diversité de profils, et je pense qu'il peut vraiment devenir le Morata de 2017, c'est-à-dire vraiment avec l'ensemble des matchs qui vont venir la saison prochaine pour le Real Madrid et pour ce projet de Xabi Alonso. Je pense vraiment que c'est un joueur qui peut jouer les petits matchs de Liga, qui peut rentrer en jeu pour essayer de marquer un ou deux buts et décanter une situation compliquée. Donc je pense vraiment que Gonzalo Garcia va être ce joueur-là. Ça empêche le Real d'aller recruter un nouveau numéro 9 qui va arriver avec une grosse pression. Ça permet aussi de donner du gaz, du crédit à un jeune joueur aussi du centre de formation, et puis Xabi Alonso pourra se targuer d'avoir fait grandir un joueur du centre de formation là où aucun coach du Real n'a été capable de le faire sur les dernières années. Donc bien sûr ce joueur-là est très intéressant, et c'est vraiment la révélation de cette compétition pour le Real Madrid. Ce qu'on doit retenir de cette rencontre, c'est la victoire du Real, l'efficacité de Gonzalo Garcia dans la surface. D'ailleurs le but que met Gonzalo Garcia, ni Vinicius ni Mbappé sont capables de mettre. Un but sur tête suite à un centre du latéral, c'est très compliqué à mettre pour Vinicius et Mbappé, parce que ce ne sont pas des numéros 9, ils ont d'autres qualités, mais pas celle de mettre ce genre de but dans la surface de réparation adverse, bien sûr. Maintenant, il faut parler évidemment de l'autre match qui a eu lieu plus tard dans la soirée, avec ce Dortmund-Monterrey, 2 buts de Sirou Guirassy, 2 passes décisives de Karim Adeyemi. Karim Adeyemi s'est découvert des vertus de passeur, et ça peut être intéressant en vue de la saison prochaine, lui qui est plutôt un soliste et qui a du mal à trouver la lucidité dans le dernier geste. Et puis il y a eu un petit scandale arbitral avec évidemment ce penalty qui aurait dû être sifflé en faveur des Mexicains, puisque Niklas Zul sur son retour pousse dans le dos Tecatito Corona qui est déséquilibré sur sa frappe et qui ne peut pas frapper de la meilleure des manières. Moi j'aurais sifflé penalty parce qu'il déséquilibre l'international mexicain et il ne lui permet pas de jouer son action dans des conditions optimales. Donc là aussi ça a été un petit scandale, d'autant plus que cette équipe de Monterrey elle est parfaitement rentrée dans sa deuxième mi-temps en marquant très vite, et derrière tu aurais pu pousser bien sûr. Et une dernière occasion de Sergio Ramos à la 86-87 qui m'a donné quelques flashbacks bien sûr des meilleurs buts de Ramos sur tête dans les dernières minutes. Malheureusement ça passe juste à côté, ça se dérobe vraiment au dernier moment du but de Gregor Kobel, et donc ça permet au Borussia Dortmund de se qualifier. Victoire 2-1 des Allemands qui retrouveront donc le Real Madrid. Et je parlais tout à l'heure du tableau compliqué. Dans ce tableau là on va avoir un Bayern PSG et un Real Dortmund, et on peut avoir d'énormes chocs quoi qu'il arrive. On peut avoir un choc 100% allemand entre Dortmund et le Bayern, même si je pense que c'est l'option la moins probable. On peut avoir aussi un PSG Borussia Dortmund qui serait le remake de la demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. On pourrait avoir évidemment, et c'est le match que tout le monde attend, un PSG Real, évidemment avec Mbappé qui retrouverait
ses anciens coéquipiers, ou un super classico européen entre le Real et le Bayern Munich. Donc bien sûr, il y aurait des affiches très intéressantes quoi qu'il arrive, mais c'est dans l'autre tableau que c'est peut-être un peu plus faible sur le papier, même si sur la production qui a été réalisée depuis le début de la compétition. Et je dirais pas qu'Al Hilal c'est plus faible que le Real, parce qu'Al Hilal c'est une équipe qui a accroché cette équipe du Real Madrid. Fluminense c'est une équipe qui a éliminé l'Inter. On a aussi une équipe de Palmeiras qui fait de très belles choses depuis le début de la compétition. Puis il y a aussi Chelsea qui est le grand favori de ce tableau-là. Et d'ailleurs c'est vraiment la voie royale pour les Blues qui pourraient aller en finale directement, parce que tu vas jouer une équipe de Palmeiras, derrière c'est soit Al Hilal soit Fluminense. Quand tu t'appelles Chelsea, tu te dois d'être favori et de gagner ces matchs-là pour aller en finale derrière. C'est vraiment la partie droite du tableau qui est super intéressante. Là aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et puis je voulais finir un peu sur la Juve aussi, en parlant de la Juve. La Juve a montré des choses assez intéressantes. Le regret, je lisais une page Insta qui est fan de la Juve, le regret c'est peut-être le fait d'avoir fait tourner lors de la troisième journée face à Manchester City, alors que tu avais peut-être les moyens d'aller bousculer les Sky Blues si tu étais venu avec Kenan Yildiz titulaire par exemple, si tu étais venu avec ton équipe type, tu aurais été dans la partie gauche du tableau qui était vraiment une voie royale. Là aussi c'est assez dommage bien sûr. Maintenant voilà, je voulais parler de cette équipe de la Juve qui va recruter Jonathan David d'ailleurs, qui va donner une continuité à Igor Tudor, qui va être en Ligue des Champions avec des joueurs de qualité, hein, Kolo Muani, Yildiz, Conceição. J'en avais parlé lors de la vidéo de la deuxième journée sur la Juventus Turin. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec cette équipe de la Juve et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On fera évidemment une vidéo débrief des quarts de finale en deux parties. On parlera un peu de tout ça bien sûr et j'ai hâte de suivre la suite de la compétition avec vous bien sûr.